Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Dominique Copin, qui est coordinateur à la Fondation Santé Service. Bonjour. Bonjour. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se Ah bah connaît bien maintenant sûr, oui. depuis un petit moment. L'objectif aujourd'hui, Dominique, ça va être un petit peu de parler de toi, de ton parcours dans un premier temps et de ce que tu fais aujourd'hui au sein de la Fondation Santé Service. Je te propose qu'on commence dès à présent. Déjà, tu es voisin parce que du coup, nos bureaux sont à Malakoff et tu habites juste à côté. Malacofio, Voilà. pur Malacofio. Alors que la Fondation Santé Service se trouve donc à quelques kilomètres d'ici quand même. Oui, elle est un petit peu partout, il faut dire, la Fondation Santé Service. Alors, pour essayer de résumer un peu la Fondation Santé Service, c'est un des premiers gros établissements d'hospitalisation à domicile qui a été, on va dire, ouverte dans les années 50, Ouais, sur un projet avec l'Institut Curie. Et en réalité, c'est un projet qui est assez original, l'hospitalisation à domicile, parce qu'en réalité, ce sont des professionnels de santé, infirmières et médecins de service qui se sont dit, finalement, on peut réaliser au domicile des patients des soins qui sont faits à l'hôpital sans avoir la charge mentale d'être hospitalisé, et on est quand même beaucoup mieux chez soi. Donc l'idée, ça a été de faire ça, et les premiers soins qui ont été faits sont des soins de cancérologie au départ. Et puis les choses ont évolué énormément. Maintenant, c'est devenu une tendance extrêmement ouverte. Et notre fondation a à peu près 2000 lits d'hospitalisation sur toute l'île de France. Alors on travaille sur toute l'île de France et c'est la plus grosse hospitalisation à domicile d'Europe. Il d'accord. n'y a pas plus gros comme système de fonctionnement. Alors moi, c'est un petit peu particulier. Moi, j'ai un parcours un peu spécial, on va dire. Dis-nous J'ai tout. pas fait que de la médecine. J'ai été infirmier un certain temps. J'ai été kinésithérapeute. Ensuite, j'ai fait de la médecine. J'ai fait de l'ostéopathie, de la médecine du sport. Et puis, j'ai atterri à la Fondation Santé Service il y a une quinzaine d'années sur un projet de la fondation qui souhaitait ouvrir la fondation à l'activité de réhabilitation fonctionnelle. Donc c'est vrai que moi, ça fait à peu près 20 ans que je fais de la réhabilitation fonctionnelle. Donc l'idée, ça a été de fonder un service avec des prérogatives un petit peu particulières, parce qu'en réalité, étant kinésithérapeute de formation, l'idée c'était que les kinésithérapeutes n'ont pas nécessairement beaucoup de temps à dédier au domicile. On est, en tant que kiné, pas très bien payé pour ce faire. C'est pas une pratique très habituelle dans notre profession. Et moi qui avais fait mes études de médecine pendant que j'étais kiné, je travaillais uniquement au domicile. Et je m'étais dit, les cotations qu'on a, qui sont remboursées par la sécurité sociale, sont très faibles. Il me semble qu'aujourd'hui on est aux alentours de 17 euros, quelque chose comme Oui, ça. c'est à peu près dans ce style-là. Donc globalement, quand tu retires les charges sociales, il te reste 8 euros pour fonctionner, voire 10 euros, quoi. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc c'est pas, les kinésithérapeutes freinent un petit peu des cas de fer pour aller au domicile des gens. Donc nous, on a dit, bah, finalement, on va faire en sorte d'avoir des salariés, des kinés salariés, qui seront payés comme des salariés, bien sûr, avec une paye relativement conséquente, et qui vont pouvoir consacrer vraiment du temps aux patients. Ils ont 1 heure de temps avec chaque patient. C'est un vrai tête-à-tête avec une temporalité qui permet d'exercer la profession pleinement. Et globalement, ils ont entre 5 et 6 patients par jour, ce qui est D'accord. très peu. Donc l'idée là, pour le coup, c'était vraiment de recentrer le métier même de la kinésithérapie Oui. au profit de la quantité qu'on peut un petit peu voir de temps en temps dans certains centres. Voilà, c'est globalement le problème de la qualité. Du fait de la nomenclature des actes professionnels des kinésithérapeutes, la qualité est un petit peu écharpée. C'est un problème qui est récurrent, tous les kinés le savent très bien. Et moi qui suis enseignant également en école de kiné, donc c'est un vrai leitmotiv auprès des étudiants, c'est de leur dire, ben, il va falloir trouver des moyens de fonctionner pour que vous puissiez faire votre travail correctement. Ce qui n'est pas toujours simple. Évidemment. Et c'est vrai que l'hospitalisation à domicile permet de plus en plus de faire ce genre de choses. D'ailleurs, il y a des nouvelles réformes qui vont être appliquées, voire comment dire, des conventions qui vont être établies entre les fédérations des hospitalisations à domicile et les kinésithérapeutes pour qu'ils soient payés un petit peu plus en donnant plus de temps et plus de présence, et donc une activité plus qualitative pour les patients. Donc nous, l'idée, ça a été de commencer comme ça, c'est de fonder un centre de réhabilitation fonctionnelle, et on a 2 branches maintenant. Alors on est devenu très gros, hein, puisqu'on est au sein d'une grosse fondation qui couvre l'Île-de-France. On est maintenant, la fondation a 2000 lits, nous on a à peu près 200 lits.
D'accord. de réhabilitation fonctionnelle. On a une quarantaine de salariés, il y a une quinzaine de kinés, il y a 3 cadres. On a des enseignants en activité physique adaptée. C'est un métier qu'on a à la fois découvert et intégré au sein de notre fondation avec beaucoup de plaisir et une excellente surprise associée au fait que ce sont des gens qui ont beaucoup comment dire, à la fois beaucoup d'autonomie et puis beaucoup de conscience professionnelle. D'accord. Et ça, c'est vraiment, vraiment très agréable parce qu'on ne les connaissait pas, hein. Nous, on vous a découvert aussi en se fréquentant. Et c'est vrai qu'on a des gens qui sont extrêmement impliqués auprès des patients et qui ont une plus-value absolument fantastique. On en discutait tout à l'heure un petit peu en off. C'est vrai que très souvent, sachant que le métier d'enseignant en activité physique adaptée est un métier relativement récent, si on prend l'échelle Oui. des métiers de la prévention et ou de la santé, même si ce n'est pas des professionnels de santé, on voit toujours l'arrivée des enseignants à pas comme de la concurrence un petit peu justement auprès des kinés et des autres professions sur la rééducation. Et si je peux reprendre une anecdote personnelle, après le master donc APA que j'ai fait, j'ai intégré du coup une équipe de rééducation à l'hôpital Beaujon à Clichy. Ah oui, oui, oui. Et effectivement, moi j'ai ressenti cette appréhension, l'intégration d'un enseignant APA. Donc tant mieux si ça se passe bien au sein de la fondation. Je pense que déjà, d'une part, enfin, je dirais que quelque part, ça correspond au raisonnement de l'intégration au sein de l'hospitalisation à domicile. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalisation à domicile? C'est d'être au plus près des gens, dans leur lieu de vie, c'est-à-dire on est chez eux. Donc on n'est pas en territoire conquis comme on peut l'être à l'hôpital. À l'hôpital, on a des murs, c'est nos lits, c'est nos chambres, Une organisation une propre. organisation propre, une réglementation propre. Là, le règlement, bien sûr, il y a un règlement. Partout, il y a des règlements dans les organisations, mais néanmoins, on est chez l'autre. Alors, je ne dis pas que c'est l'autre qui va faire la loi, parce qu'il y a des règles communes et partagées qui sont acceptées d'un commun accord dans le respect de chacun, mais néanmoins, on est chez l'autre. Et donc, nous, dans le cadre de notre fondation, on est sur toute l'Île-de-France. Donc, ça veut dire se partager entre des populations qui sont très urbaines ou très rurales, très très pauvres et très très riches. Ouais. Ça m'est arrivé d'aller sur une même journée voir un patient, c'était une des plus grosses fortunes de France, et d'aller ensuite dans un HLM de Sarcelles, dans une famille multiparentale, très complexe. Voilà. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en réalité, ça nécessite d'avoir un recul, un respect, une écoute. Et ce qu'on trouve vraiment, nous, intéressant, c'est d'être très ouvert. Donc il faut être très ouvert. Et cette ouverture, ça permet de découvrir des choses. Et ça nous a permis de découvrir aussi les enseignants d'activité physique adaptée. C'est comme ça qu'on a découvert les choses. Parce que les kinésithérapeutes n'avaient pas nécessairement le temps de consacrer un temps de travail suffisamment conséquent pour aller vers des perspectives de réhabilitation fonctionnelle pour lesquelles il y a un vrai programme. C'est un petit peu différent. Je ne dis pas que le kiné ne pourrait pas le faire, mais globalement, ce n'est pas nécessairement son cœur de métier. D'accord. Même s'il pourrait s'orienter, il y a des kinés du sport, il y a des kinés très spécialisés dans ce genre de choses. Bien sûr, il est ouvert à ce genre de possibilités, mais ce n'est pas son terrain de chasse habituel. Et nous, les enseignants en activité physique adaptée, notamment dans le domaine de la neurologie, ont une plus-value, mais considérable. Donc on a également une orientation en orthopédie, on a beaucoup d'orthopédie, puisqu'on fait beaucoup de postes chirurgicales. Quand on a commencé, on a pris des gens qui sortaient des services de chirurgie à J2, J3 des interventions chirurgicales. Donc il y a vraiment toute une organisation de surveillance médicale, paramédicale en soins infirmiers, kinésithérapie, on va dire, dans une période aiguë. Et puis, au-delà de ça, on met très facilement des enseignants en activité physique adaptée dans cette démarche de progression. Voire au-delà. D'ailleurs, très souvent, on les conseille pour aller un petit peu au-delà de ce genre de choses, quand les gens ont besoin de récupérer de déficits qui sont inscrits depuis de longues années dans leur parcours, on va dire, pathologique, entre guillemets. D'accord, je vois. Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire, quel est le parcours d'un patient entre le moment où il entend parler de la Fondation Santé Service? Est-ce qu'il en entend parler? Est-ce qu'on le dirige vers la Fondation? Comment est-ce que ça fonctionne du début jusqu'à la fin du processus? D'accord. Alors, si tu veux, c'est un hôpital. Donc, pour aller à l'hôpital, il faut avoir une indication qui corresponde bien
à cette orientation. Donc globalement, ce sont des prescripteurs hospitaliers qui nous envoient les patients. Alors on a aussi une voie d'entrée possible par les médecins de ville. D'accord. Qui peuvent éventuellement, ça nous arrive, mais ce n'est pas très très connu des médecins de ville, ce mode d'admission. C'est une limite que ça ne soit pas connu par les médecins de ville? C'est parce que je pense que les médecins de ville, ils sont tellement surchargés de travail. Ils entendent, ils ont des informations de tous les côtés, dans tous les domaines, et ils sont, on va dire, la tête dans le guidon de leur activité, parce qu'ils ont un boulot mais monstrueux. Donc ils n'ont pas toujours le temps de se préoccuper de ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on est parfois sollicité par des médecins de ville quand ils sont au courant de cette opportunité, parce que c'est quand même une opportunité qui n'est pas extrêmement fréquente. Je pense que dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, les choses vont se répandre un petit peu plus, et ça sera une véritable alternative à l'hospitalisation, voire faire en sorte que ça évite l'hospitalisation pour les patients. Mais en règle générale, pour l'instant, il faut que ce soit une prescription médicale. La prescription médicale, elle est actuellement essentiellement à 99% issue des médecins hospitaliers. Alors ça va être les chirurgiens. Les chirurgiens, après une intervention chirurgicale, évaluent si le patient peut ou non avoir besoin d'une assistance renforcée. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des patients qui vont très bien, qui ont d'excellentes conditions physiques, qui par exemple vont avoir de l'arthrose, une arthrose de hanche, qui vont être opérés avec une prothèse totale, s'ils vont très très bien, et qu'on a des relais en ville où il n'y a pas un phénomène de désertification, soit absence de médecins traitants, absence d'infirmières, absence de kiné. Ça, c'est le problème qui va peut-être être limitant et qui va orienter le choix des chirurgiens, mais en règle générale, ils n'ont pas besoin d'être pris en charge en HAD. Et donc globalement, c'est le médecin hospitalier qui nous propose le patient. Nous, on a une évaluation par une infirmière coordinatrice hospitalière qui se déplace dans le service pour évaluer la situation. Parce qu'en fait, globalement, il y a 3 règles d'or pour être admissible en hospitalisation à domicile. La première règle, c'est que le patient ait un environnement social aidant, parce qu'un patient tout seul, alité, il ne va pas pouvoir rentrer chez lui. Il y a un risque. La deuxième chose, c'est que le patient soit stable cliniquement, c'est-à-dire si c'est un patient qui peut faire un infarctus dans les 10 minutes, il ne pourra pas sonner ou personne ne pourra alerter. Donc il y a un risque qu'il faudra éviter, auquel cas il ne sera pas pris en charge. Et puis le troisième cas, c'est qu'il faut effectivement que le patient ait un besoin de soins qui justifie d'une hospitalisation. C'est plus coûteux que les soins de ville. On s'en doute un petit peu parce que les organisations sont lourdes. On a également une obligation d'avoir une pharmacie à usage interne. Donc quelque part, lorsque moi je fais par exemple une prescription pour un patient, si je fais une boîte de Doliprane, eh bien, il va falloir par obligation légale que ça parte de notre pharmacie qui est à Villeneuve-la-Garenne pour aller distribuer dans l'Île-de-France. D'accord. Donc c'est aussi un sujet de réflexion qui est un petit peu particulier. Donc il faut vraiment qu'il y ait une vraie indication à l'hospitalisation, c'est-à-dire qu'il y ait un panier de soins qui soit proche de ce qui se passe à l'hôpital. D'accord. Donc c'est un petit peu l'idée. D'accord. Alors, excuse-moi. Du coup, moi, la question qui me vient, et je pose la question de manière provocatrice exprès, du coup, c'est plus pour désengorger les services qu'il y a directement dans les hôpitaux, mais d'un côté, on peut se dire que c'est une prise en charge qui est bien plus onéreuse. Du coup, quelle est un petit peu la réalité de ce besoin? Alors, moi, je trouve que ce n'est pas une question provocatrice, elle est pertinente. Elle est pertinente. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait... c'est une vraie réflexion. Il faut voir que globalement, nous, on est positionné comme un centre de réhabilitation fonctionnelle. Or, qu'est-ce que c'est qu'un centre de réhabilitation fonctionnelle? À l'origine, était la maison de repos. Ouais. Pendant l'époque des 30 Glorieuses, le pays avait beaucoup d'argent et avait une offre de soins, on va dire, pléthorique. C'était très bien parce que les patients qui étaient hospitalisés partaient à la montagne, à la mer, prenaient les eaux, prenaient le grand air. Bon, tout ça était très bien dès lors qu'on avait les moyens de le financer. À partir du moment où le financement ne suit pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les gens réfléchissent. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Clairement. Donc, une fois cette première question vraiment fouillée, les gens qui sont les financeurs, qui avaient mandaté une analyse sur le terrain, se sont aperçus que finalement, il y avait beaucoup de choses qui ne nécessitaient pas une hospitalisation.
Alors, on a essayé de développer la ville, mais la ville n'a pas suivi nécessairement. Les modes de financement ne sont pas bons. Il y a eu des numerus clausus pour les médecins, pour les kinés, il n'y a pas un grand nombre de kinés. Globalement, voilà, il n'y a pas toujours les professionnels en ville qui peuvent suivre les patients. Donc, nécessairement, il y a une volonté d'essayer de trouver des moyens qui soient moins coûteux. Et il y a une étude, alors absolument spécifique, moi qui m'avait marqué, c'est l'étude de l'IRDES, qui est l'Institut de recherche en économie de la santé, si mes souvenirs sont bons, qui avait été demandée par la Direction générale de l'offre de soins pour analyser l'hospitalisation complète versus l'hospitalisation à domicile, en tout cas les soins de ville de façon générale. Et ils avaient démontré, une chose qui donnait lieu globalement à une réflexion évidente, qu'ils avaient démontré que 65% des hospitalisations complètes pouvaient être remplacées par du domicile. D'accord. Pour une économie de 35 à 45%. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, grosso modo, en 2 lignes, on avait résumé le problème et on avait anticipé des orientations différentes. Donc, le problème après, c'est de graduer la prise en charge des patients, c'est-à-dire de favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de prendre en charge les patients, de faire en sorte que les patients ne se retrouvent pas non plus tout seuls, complètement démunis, parce que ça, c'est un vrai problème. Et ça existe encore à l'heure actuelle parce que les places ne sont pas infinies. Même en hospitalisation à domicile, il y a encore des limites. Même si on est incité par les tutelles à le développer, il y a quand même des limites. Donc c'est un petit peu l'idée générale. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, c'est très clair, mais c'est vrai que là, lorsque tu viens de nous donner les résultats de cette étude, c'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit, bah, déjà, il n'y a peut-être pas autant de personnes qui sont entre guillemets candidats à pouvoir avoir cette hospitalisation à domicile. 2 tiers, c'est quand même assez important. Et surtout de se dire que au final, on fait des économies. C'est sûr que c'est pas très intuitif, mais en tout cas, au moins, ça a le mérite d'être clair et d'être démontré. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, c'est normal qu'il y ait une réflexion qui puisse se faire et une organisation qui va avec. Donc non, moi je pense que tu as bien répondu à la question. Et du coup, aujourd'hui, quels sont les profils de ces personnes et est-ce qu'on va pouvoir atteindre potentiellement les 2 tiers des personnes hospitalisées qui pourront faire du domicile? Alors, déjà, il y a une modification dans la culture. Une modification dans la culture parce que pour les professionnels de santé, il a fallu évoluer dans la démarche parce que spontanément, moi quand j'ai intégré la Fondation Santé Service il y a un peu plus de 15 ans, je ne connaissais pas. Ouais. Ça a été une curiosité qui a été amenée par déjà des grosses modifications au niveau du paysage de santé actuellement et de l'offre de soins, où on se retrouve confronté quand même à des logiques qui, en tout cas, ont beaucoup perturbé les soignants, que tout le monde connaît. C'est soit d'un côté l'hôpital public qui connaît de grosses difficultés, soit alors des grands groupes privés. Or, les grands groupes privés ont un inconvénient, c'est qu'ils sont financiarisés complètement, c'est-à-dire qu'ils sont cotés en bourse. Ce qui veut dire que quelque part, et ça c'est une logique imparable, quelque part il n'y a pas de limite au profit. Il y a toujours une volonté de la part des cotisants, des épargnants, des actionnaires d'avoir un petit peu plus. Surtout quand on sait que la plupart des actionnaires sont des retraités anglo-saxons, on comprend qu'en tant que retraité, tu te dises, voilà, si je peux avoir une augmentation, c'est bien. Sauf que cette augmentation, elle est prise directement dans l'activité de certains secteurs. Et financiariser la santé, ça pose des soucis. Ça pose des soucis éthiques, ça pose des soucis de est-ce qu'on doit nécessairement chercher la rentabilité dans ce qu'on fait, jusqu'où doit-on aller, à quel moment doit-on s'arrêter. Et nous, on est quand même élevés dès notre plus jeune âge dans nos études à avoir une certaine éthique, un certain sens des responsabilités par rapport aux gens. Donc voilà, c'est un vrai problème. Donc moi j'ai rejoint l'HAD à cause de ça. C'est ce raisonnement qui m'a conduit à rejoindre l'HAD. Et l'HAD c'est l'hospitalisation à domicile. Et l'HAD, pour une raison qui est très simple, c'est que celle à laquelle j'appartiens, c'est un établissement qui est à la fois privé mais qui participe au service public hospitalier.
comme des centres hospitaliers comme l'Institut Montsouris, Saint-Joseph, enfin voilà. D'accord. Donc tout en restant privé, c'est quand même très proche comment dire, d'une certaine éthique professionnelle qui fait qu'on n'est pas à la course sur la rentabilité. Donc on peut développer des projets qui soient dans le sens de l'intérêt collectif, tout en respectant je dirais une marge bénéficiaire qui permet à l'établissement de fonctionner sans pour autant aller au-delà. D'accord. Donc c'est un petit peu ça. Donc ça a été de rentrer dans l'hospitalisation à domicile et de découvrir. Et puis petit à petit, je dirais que c'est aussi des professionnels qui tout d'un coup découvrent un mode de fonctionnement complètement différent et ça se fait sur longue période. C'est-à-dire que moi, il a fallu probablement 15 ans pour comprendre tout ça. Et petit à petit, on a entraîné d'autres gens à le comprendre. Et il y a des évolutions, aussi bien au niveau des tutelles qu'au niveau des patients, parce que les patients au départ ne nous connaissaient pas, Ouais. à part ceux qui n'avaient pas le choix, qui étaient déjà intégrés dans ces circuits-là, mais pour la réhabilitation fonctionnelle, ça n'existait pas. Il y a eu très très peu d'expériences, à part quelques expériences très ciblées, comme Saint-Denis, Aubonne, où là, ce sont des services qui sont directement rattachés à des services de rééducation, qui travaillent en lien avec leur propre HAD, et ils ont 30, 40 patients. Nous, on est sur des volumes complètement différents, et à gérer l'Île-de-France. Donc, ce n'est pas tout à fait la même dimension. Donc, c'est un petit peu l'idée, c'est on apprend en avançant. D'accord. Voilà un peu le sens de notre mode de fonctionnement. Je ne sais D'accord. pas si j'ai répondu à Non, tout. non, Parce que si, parfaitement, parfaitement. Et puis même, tu es allé un petit peu plus loin, donc écoute, c'est parfait, ça me fait économiser des questions, c'est super. Du coup, je voulais peut-être revenir sur le début. Du coup, tu as dit que tu avais rejoint l'HAD il y a 15 ans, mais qu'au début, c'était relativement confidentiel. Du coup, toi, comment est-ce que tu as fait pour connaître justement l'hospitalisation à domicile et la fondation? Alors, moi, quand j'étais kiné, j'avais déjà une notion que ça existait. D'accord, Par contre, je ne connaissais rien à leur organisation et je savais, in fine, que visiblement, la réhabilitation fonctionnelle, ce n'était pas leur truc, ce d'accord, n'était pas leur mode de fonctionnement. Moi, je viens de la réhabilitation fonctionnelle au sens propre du terme, c'est-à-dire, moi, j'étais en service spécialisé en orthopédie et globalement, on avait une activité de rééducation très, très importante. C'était même le cœur du métier, voire même le cœur du réacteur. d'accord, Le soin infirmier à côté était beaucoup moins important, beaucoup moins dense. Je les ai découverts alors que, à l'époque, je travaillais à l'hôpital des Peupliers, qui est dans le dans le 13e 13e arrondissement. arrondissement. Et un jour, j'ai reçu des gens d'hospitalisation à domicile qui venaient pour dire, bah tiens, si vous voulez, si vous avez des patients à nous confier. Et on a commencé à discuter. Et puis j'ai été contacté quelques temps plus tard par le directeur général de la fondation, qui m'a dit, si ça vous intéresse de développer un projet de réhabilitation fonctionnelle à domicile, bah écoutez, on sera intéressé, parce qu'on on fait pas. D'accord. Et effectivement, les HAD ne faisaient pas ça, enfin en tout cas celle-là ne faisait pas. Donc c'est un petit peu l'origine des choses pour nous. D'accord. Et du coup, au début, enfin, comment est-ce que tu as fait pour développer tout ça? Parce que j'imagine que là, aujourd'hui, tu me disais que c'était très grand, on avait des milliers de personnes qui pouvaient y prétendre être prises en charge. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour développer lorsqu'on part de pas grand-chose et que justement, c'est pas connu? Alors, je dirais, et c'est ce que je répète aux équipes qui nous rejoignent maintenant, que c'est le Kairos. Ouais. C'est un moment harmonieux, ou un petit peu comme quand on fait du surf, pour ceux qui sont surfeurs, c'est prendre la vague. Ok. Alors pourquoi, je n'en sais rien, c'est un mystère, mais le fait est que ça a été la rencontre entre la Fondation Santé Service et les rééducateurs. Ça s'est passé entre deux personnes au départ, le directeur général et moi-même, où on a discuté, il semblait franchement intéressé, il m'a dit banco, il m'a dit bah, écoutez, rejoignez la fondation et montez ce projet-là, dans 6 mois, 1 an, vous me rendez un rapport, une espèce d'audit interne pour essayer de voir comment on peut faire avec l'organisation actuelle et comment est-ce qu'on peut développer ça. Au bout d'1 an, bah, je lui ai rendu mon petit rapport et puis je lui ai dit bah, voilà, il faut engager 2 kinés et puis on va démarrer directement sur l'orthopédie parce que ça ne se fait pas. Et c'est un vrai créneau qui est intéressant, tout en respectant, je dirais, des règles d'économie par rapport au système de santé, parce qu'on était soucieux de ce genre de choses. À l'époque, les gens sortaient après une prothèse de genou, par exemple, à J8, J10 des services de chirurgie, ça coûte très cher, c'est pratiquement 1 500 € par jour d'hospitalisation. Et on a dit, nous, on peut les prendre à 3 jours.
D'accord. comme on pourrait le faire, comme on aurait pu le faire d'ailleurs même en SSR. Mais à cette époque-là, même en SSR, ça ne se prenait pas aussitôt. Soins de suite et de réadaptation pour Soins de suite, pour les réadaptation, auditeurs. voilà, et globalement de l'hospitalisation complète. D'accord. Donc on a commencé comme ça, on a travaillé avec 2 kinés. Alors en fait, c'est pas un projet personnel, c'est effectivement à l'origine une idée personnelle que je ne suis pas seul à partager en fait. C'est globalement là, aussi une rencontre entre un établissement d'hospitalisation et domicile et les kinésithérapeutes. Moi, je me définis comme kinésithérapeute à la base et je pense que j'ai jamais perdu cette vocation-là et je crois que le fait d'avoir travaillé dans des conditions difficiles et pas de bonnes conditions pour exercer pleinement mon métier m'a donné envie de faire autre chose. C'est pour ça que je suis devenu médecin et qu'en étant médecin et kiné en même temps, bah, on a envie de travailler d'une façon différente et on a déclenché quelque part avec une équipe cette espèce d'enthousiasme qui existe dans cette profession-là à faire les choses de façon cohérente. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et en fait, après, on s'est retrouvé à 4, à 5 et maintenant 40. Et tout le monde est sur le même bateau, avec les mêmes espoirs, le même dynamisme et la même motivation. D'accord. Donc voilà, c'est un peu une rencontre, c'est le Kairos, c'est une chance, mais... je ne sais pas pourquoi en fait. Tu me Non, poses une question, je n'ai pas la réponse. C'est une chance et on peut le voir aussi comme des opportunités. Enfin, Ouais. c'est un petit peu un mélange des deux. Je vais digresser un petit peu. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu nous dis depuis le départ, c'est la double formation. Donc d'abord en tant que kiné, puis après en tant que médecin. Comment est-ce que toi tu as fait personnellement pour pouvoir gérer les deux et repartir sur des études qui sont assez chronophages et demandeuses d'énergie pour pouvoir allier les deux métiers justement? Ah, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, je dirais que, comment dire, je pense que quand on a un projet comme ça qui est un petit peu compliqué, il faut faire comme quand on fait du cyclisme. Il faut baisser la tête, Ouais. rentrer la tête dans le guidon, souffler, souffrir en silence. D'accord. C'est un peu une côte. C'est un peu une côte. Alors après, il faut beaucoup réfléchir aux intendances. Je pense que l'idée, c'est de se dire comment, au niveau des intendances, on va pouvoir tenir le coup. Parce que moi, j'ai failli m'installer comme kiné et prendre un cabinet. Si j'avais fait ça, j'aurais pas pu faire médecine. Donc, il a fallu trouver un autre mode de fonctionnement qui n'existait pas vraiment à l'époque, qui n'était pas très très couru, et ça a été de faire du domicile. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai découvert le domicile. Et je faisais que du domicile tout en faisant mes études de médecine à côté. Et donc, ça m'a permis petit à petit d'avancer et d'aboutir dans ce projet-là. Et donc, effectivement, il faut déjà d'une part, on a un but et puis on va jusqu'au bout, puis c'est tout. D'accord, félicitations. Parce que, non, mais tout le monde fait ça quelque part, évidemment, pour n'importe quoi. À des échelles aussi différentes. Voilà. Mais, après, tu peux souffler un peu plus fort que les autres dans évidemment. la montée. Mais bon, comme moi je suis un peu plus lourd que la moyenne, je suis obligé de pousser plus sur les pédales, mais j'y arrive. Okay, au moins ça roule tout seul après. Voilà. J'aimerais qu'on puisse du coup revenir sur le sujet et notamment du coup directement sur l'hospitalisation à domicile. Quels sont selon toi les principaux avantages pour le patient de pouvoir avoir une hospitalisation à domicile? Donc là, il y a certaines choses qui nous viennent rapidement en tête, mais toi directement sur le terrain, quel est ton retour d'expérience par rapport à tout ça? Alors, moi, je pense qu'en termes de... Alors, sauf à dire qu'il y a des besoins spécifiques qui nécessitent des centres hyper technicisés, avec du matériel particulier. 80% de la réhabilitation fonctionnelle peut se faire au domicile. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que technologiquement parlant, on s'est posé la question. C'est de se dire, est-ce que technologiquement parlant, on a besoin de matériel ? Ou alors, est-ce qu'on est capable d'utiliser notre formation de kinésithérapeute qui, a priori, est censée maîtriser la biomécanique, nous permet d'aboutir à certains objectifs patients. Donc ça, c'est la première chose. Donc une fois qu'on a évacué le problème de oui, c'est faisable au domicile, la deuxième question, c'est de se dire quel est l'intérêt. Le premier intérêt, c'est que le patient, il est chez lui, dans son milieu dit écologique. Or, qu'est-ce qu'on a besoin dans la vie sur le plan fonctionnel? C'est pas de marcher dans un hôpital avec des barres parallèles ou de monter des escaliers qui sont faits pour des patients, ou d'être dans des chambres complètement aseptisées avec des lits qui montent et qui descendent et des salles de bain qui sont à la hauteur. C'est de vivre chez soi et de réapprendre à gérer le quotidien en améliorant ses compétences progressivement. Donc le milieu écologique, il est absolument parfait, parce qu'il est fait à la fois du réel, et à la fois, il affronte les vrais dangers que le patient aura à affronter. On n'a pas toujours que des situations pathologiques très classiques et très linéaires en termes d'évolution, mais on peut rencontrer des difficultés ou des obstacles qui vont complètement bloquer le patient.
Ça va être pour certains des montées d'escalier parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Pour d'autres, ça va être d'affronter la rue et la vie quotidienne dans un univers qui est extrêmement varié. Ça peut être la campagne, ça peut être les immeubles, ça peut être la ville avec des trottoirs. Donc on est vraiment dans une perspective de réhabilitation dans le réel. Le patient est très vite confronté à ce réel de telle façon qu'il retrouve très vite un niveau de confiance qui lui permet d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'une fois qu'un patient sort d'un service hospitalier, il sait qu'il retourne chez lui et certaines difficultés n'auront jamais été complètement évaluées. Et donc ça, c'est pour nous, c'est très très important. Alors je ne parlerai pas du confort alimentaire, parce qu'on mange mieux chez soi qu'à l'hôpital. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Évidemment. Sauf d'être dans un 3 étoiles, mais bon, ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. Et puis en plus de ça, bon, on est quand même de plus en plus à l'hôpital avec des équipes qui sont surchargées de travail, pas toujours disponibles. Nous, l'intérêt d'être avec un patient en tête-à-tête, c'est d'être chez lui et de discuter de façon très, très amicale et très conviviale. Généralement, on se pose, nous, quand on va voir des patients. C'est-à-dire que la plupart de nos professionnels, que ce soit moi ou les autres, quand on va chez un patient, on s'installe. On s'installe, on discute. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Chez vous, c'est comment? L'extérieur? Quelles sont les inquiétudes que vous pouvez avoir? On essaye d'avoir une vision complètement globale, ce qui ne peut pas se faire à l'hôpital. À l'hôpital, les gens sont de plus en plus pris à la tâche, il y a de moins en moins de personnel, donc c'est très compliqué. Nous, on a vraiment une temporalité très différente. Et c'est même à la fois un gage de sécurité et de qualité pour les patients. Donc voilà un petit peu nos modes de fonctionnement, et c'est essentiellement là-dedans que je vois les avantages, qui sont pour moi très importants. D'accord. Et sur le côté familial, peut-être? Alors, tu fais bien d'en parler, parce que si tu veux, le volet dit proximologique, c'est-à-dire le volet aidant, il est considérable. Il faut savoir que lorsqu'on est simplement sur des perspectives de réhabilitation fonctionnelle après intervention chirurgicale, ça reste relativement simple, sauf peut-être les quelques premiers jours. Par contre, lorsqu'on a des problèmes soit de traumatologie, de gériatrie, ou des problèmes de neurologie, là, on rentre dans une situation où l'aide aux aidants est très très importante. C'est à la fois une aide qui est portée par la compréhension de la situation, par l'acquisition, je dirais, de savoir-faire qui vont permettre aux aidants de passer le cap de certaines difficultés, et puis de prendre éventuellement conscience d'un certain nombre de problématiques. Alors nous, notre rôle consiste aussi à travailler énormément sur les réseaux, c'est-à-dire de favoriser le fait que les aidants vont savoir qu'il y a telles associations qui vont pouvoir les assister. On travaille vraiment sur tout l'aval. L'hospitalisation à domicile, c'est la vraie vie. Donc l'idée, c'est de faire en sorte sachant qu'on va partir à un moment ou à un autre, on définit nos durées de séjour dès le départ. On va pouvoir relayer les patients auprès soit d'associations, soit d'un tissu de ville qui va leur permettre de poursuivre les choses. Et c'est pareil pour les aidants. D'accord. Et donc là, du coup, j'imagine que certains territoires sont un petit peu carencés sur toutes ces offres-là. Et ce qui peut rendre des hospitalisations un petit peu plus à domicile un petit peu plus compliquées, du coup. Alors, c'est certain qu'il n'y a pas une répartition homogène sur tout le territoire. Ça, c'est très clair. Alors, c'est ce qui peut nous faire varier nos modes de prise en charge. Nous, on essaye de s'adapter par rapport à ça. C'est-à-dire que si un patient est dans un territoire bien achalandé en termes de ressources qui va permettre au patient et à son environnement social d'être vraiment aidé dans la suite de la prise en charge, généralement on ne reste pas très très longtemps. On établit les liens, on fait en sorte que les gens soient confortablement installés chez eux et bien compris les objectifs. Et là, il n'y a pas de problème. Mais quand on a effectivement ce type de difficulté, dans ces cas-là, on reste plus longtemps. Souvent, c'est une modification en termes de temporalité et de prise en charge. D'accord, c'est très clair. Et maintenant, peut-être les inconvénients, un petit peu, s'il y en a, est-ce qu'ils prennent le pas sur les avantages dans certains cas? Qu'est-ce que toi, tu as vu ou tu vois au quotidien? Alors, il y en a, bien entendu. Je pense que les principaux inconvénients, c'est déjà, ils procèdent parfois d'une incompréhension de l'évaluation avant l'admission du patient. La difficulté de l'admission d'un patient en hospitalisation à domicile, c'est l'ignorance de la réalité.
C'est ce pourquoi on est globalement au plus près de ce que peuvent faire les patients et de ce que peuvent tolérer les aidants. Alors, encore une fois, je ne parle pas de l'orthopédie programmée où les choses sont généralement un petit peu plus simples, où on va dire que il n'y a pas de handicap installé chez un patient. On a plutôt des déficiences et des incapacités ponctuelles qui évoluent au cours du temps. C'est-à-dire que globalement, la première semaine, les gens ne vont pas faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont rester assez souvent alités, allongés, fatigués, douloureux, là, même si on fait tout pour éviter ça. Mais enfin, globalement, la première semaine, ce n'est pas toujours très très confort. La deuxième semaine, les choses s'améliorent un petit peu. Puis la troisième semaine, les gens Ouais. retrouvent un petit peu ce qu'on dit du poil de la bête. Donc sur ce plan-là, on sait qu'on va vers une évolution plutôt heureuse. Et sans grosses difficultés. Par contre, dès lors qu'il y a des problèmes de handicap qui sont à la manœuvre, là, c'est très très différent, parce que l'idée, c'est de savoir si, d'une part, tous les patients veulent rentrer chez eux. Hein, c'est « Ah, moi, je veux rentrer chez moi, je suis mieux chez moi », voilà. Le problème, est-ce qu'il peut euh, Simplement, on va uniquement évoquer dans un premier temps l'ergonomie du domicile. Est-ce qu'il y a des escaliers pour monter? Est-ce que c'est solide? Est-ce que vous pouvez faire la cuisine? Est-ce qu'il est tout seul ou pas tout seul? Est-ce que la personne qui va être mise à contribution est propre à le faire? C'est-à-dire, est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est une contrainte? Nous, on analyse vraiment tous ces aspects-là, c'est-à-dire entre le déni de la réalité qui doit être pris en compte et puis la participation des aidants. Parfois, les aidants sont très, très angoissés, parfois même plus angoissés que les patients. Donc l'idée, c'est de faire aussi un travail auprès des aidants pour les rassurer ou alors évaluer qu'il y a possibilité ou pas possibilité de retour au domicile dans l'immédiat. Généralement, ce sont des projets, sur les projets un peu complexes, ça se construit. D'accord. Ça se construit de la même façon que se construit la relation ou la qualité du travail au domicile d'un patient, c'est que ça se construit sur une certaine forme de long terme ou de moyen terme, dans la confiance réciproque entre les soignants et les patients et les aidants. En fait, nous, on n'est pas on se définit pas comme des sachants. On ne vient pas apprendre la vie aux gens. On vient leur expliquer comment, dans une situation particulière, ils peuvent progresser et avancer. On sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire, mais leur volonté, c'est elle qui prime par-dessus tout. Donc l'idée, c'est de construire une relation qui tienne la route avec eux. Donc je dirais que l'inconvénient, il n'y en a pas nécessairement énormément, sauf à dire qu'il y a une mauvaise évaluation initiale. Ça, il ne faut pas se louper là-dessus. D'accord. C'est pour ça que nous, en réhabilitation fonctionnelle, on a imposé au sein de notre établissement une modélisation du projet du patient, qui est un modèle canadien qui s'appelle le P3I. Alors, pour aller vite, ça veut dire projet d'intervention interdisciplinaire individualisé, P3I. C'est un modèle qui vient, je crois, de Montréal ou de Québec, je ne pourrais pas vous dire exactement précisément, mais enfin c'est canadien, et qui reprend en fait globalement tous ces items, qui les analyse à l'origine, de telle façon globalement c'est un tour de table, c'est-à-dire qu'on met autour de la table les soignants, en amont, en aval, le patient, les aidants, et on discute ensemble. D'accord. Et il n'y a pas ceux qui disent moi je sais et ceux qui disent moi j'obéis. C'est un vrai consensus qui est accepté par les uns et les autres, compris par les uns et les autres, et qui est porté au cours du séjour. Donc l'idée, c'est de le réévaluer en fonction des progrès du patient, mais de le porter avec le patient et auprès des aidants. Donc ça nécessite vraiment ça, sinon on se loupe. D'accord. Oui, je vois. Moi, je voulais revenir maintenant sur l'hospitalisation à domicile et sur la Fondation Santé Service. Tout à l'heure, tu me disais que la Fondation Santé Service était le plus grand réseau d'hospitalisation à domicile en Europe. Peut-être pour nos auditeurs. Donc là, on sait que vous intervenez sur toute la région Île-de-France. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui existent à l'échelle nationale, par exemple? Ah oui, bien sûr, on est les plus gros en termes de taille et d'autorisation, mais il y a sur la région Île-de-France, il y a des réseaux extrêmement connus. Déjà, premièrement, il y a la PHP, qui a sa propre hospitalisation à domicile. C'est aussi une grosse HAD. Il y a la Fondation Croix-Saint-Simon, qui a aussi une HAD importante. Et puis après, il y a des petites HAD en moins grosse quantité. Il y a des secteurs privés qui essayent aussi de monter leurs HAD. Disons globalement, là pour l'instant, c'est un effet taille. Hein. La seule différence, c'est ça. D'accord.
Et puis, c'est les autorisations qui sont délivrées par les ARS. D'accord. Parce qu'il faut une autorisation particulière de l'Agence régionale de santé pour pouvoir monter un projet d'hospitalisation à domicile. Après, les FETA, il y a je dirais des avantages sur le plan financier dans la mesure où les coûts sont amoindris parce qu'il y a des économies d'échelle. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais en tout cas, tous les auditeurs, dans partout où ils se trouvent, ils ont cette possibilité-là en tout oui, cas. oui, absolument. Oui, sur l'île de France, il y en a il y en a partout. Hein. D'accord. J'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu, et là c'est peut-être ton ressenti en tant que professionnel, est-ce que tu observes une récurrence des profils que tu vois, notamment justement sur les hospitalisations à domicile? Généralement, pour discuter un petit peu avec pas mal de professionnels de santé, notamment autour de ce podcast, on a souvent des maladies, des pathologies qui sont récurrentes et qui sont d'ordre, je dirais, d'hygiène de vie alimentaire, au niveau du sommeil, au niveau du stress. Est-ce que c'est des choses qui se répercutent aussi sur les hospitalisations à domicile? Alors, pas nécessairement en tant que telles, on les retrouve dans le cadre de pathologies déjà bien établies, comme le diabète ou les patients ont des maladies déjà relativement avancées, avec toutes les complications du diabète mal pris en charge. D'accord. En fait, le problème, c'est qu'idéalement, on sait qu'il y a un certain nombre de maladies qui pourraient être prises en charge précocement et prévenues. C'est d'ailleurs un des rôles principaux de votre activité. C'est dans la prévention. Quand on parle du diabète ou du syndrome métabolique ou de l'obésité ou de la sédentarité, on sait que ce sont quelque part des éléments qui vont conduire à une pathologie qui va s'installer. Alors, nous, on ne les retrouve pas en hospitalisation à domicile telle quelle. On va retrouver des gens qui ont des pathologies déjà fixés, bien installés, et qui sont issus de cette lente progression, parce que fort heureusement, ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais par contre, c'est au bout de 10 ou 20 ans, on finit par avoir des problèmes comme ça. Donc effectivement, on peut retrouver des patients qui ont par exemple, je dirais en neurologie, des accidents vasculaires cérébraux associés à de la sédentarité, les risques cardiovasculaires traditionnels, hein, globalement. Alors effectivement, nous, on a une démarche par rapport à ça qui consiste, lorsqu'on prend les gens en charge, déjà d'une part, d'avoir l'aspect purement rééducatif, réinsertion au domicile, mais aussi d'avoir une éducation pour que les patients puissent rentrer dans un cercle vertueux qui prévienne les récidives ou qui facilite globalement on va dire leur niveau de compétence. D'où l'idée de rentrer dans les réseaux très rapidement des APA. Finalement, c'est un petit peu ça l'idée. C'est pour ça qu'on a commencé aussi très très rapidement à travailler avec vous, parce que c'est l'idée. C'est très important de les rentrer dans ce genre de choses, parce que le risque de récidive, il est important. Et le cercle vertueux, c'est aussi faire découvrir aux gens un certain nombre de choses qui vont leur éviter plein de problèmes par la suite. Évidemment, ça, on en est évidemment parfaitement persuadé et on en a pleinement conscience. Écoute, c'est très intéressant. J'aimerais pouvoir avoir ton avis maintenant sur l'état de la prévention en France, donc à travers ton prisme ou peut-être de manière un petit peu plus large. Où est-ce que tu nous situes? Quels sont peut-être les efforts à faire pour aller dans ce sens-là? Alors c'est une bonne question. En France, la prévention, c'est un vœu pieux depuis des décennies. Je dirais que depuis les avancées qui ont été faites notamment en médecine du sport et en particulier en sport santé, moi c'est un petit peu un domaine que je connais bien, fort heureusement il y a des choses qui ont évolué. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot parce qu'en fait, déjà d'une part, il faut que les professionnels se sentent à l'aise les uns vis-à-vis des autres. Quand tu parlais tout à l'heure de certaines réticences entre les kinésithérapeutes vis-à-vis des enseignants en activité physique adaptée, je pense qu'il faut que progressivement ces réticences se lèvent par une meilleure compréhension du champ d'intervention de chacun. Nous, on en a fait l'expérience bien volontiers dans notre fondation, parce que très vite, on a intégré ce corps de métier qui nous apporte beaucoup de choses. Mais je pense que c'est pas spontané de la part des professionnels de santé, parce qu'il y a déjà une certaine crainte d'une certaine forme de concurrence. D'autre part, une ignorance de la place précise des uns et des autres. On le voit dans les centres de réhabilitation fonctionnelle. Hein, les APA ont été intégrés, mais ont parfois des rôles qui sont pas toujours très très clairs. Et puis c'est un petit peu à l'interface
combien de fois on est en capacité d'entendre que les uns disent ah bah oui on prend des appâts parce qu'on n'a pas de kiné. Non, c'est pas la vérité. Ça c'est une façon de voir les choses qui est très très réductrice. Le fait est que je pense que c'est déjà en travaillant ensemble. Euh, en ayant bien conscience qu'on va découvrir des champs qui vont nous permettre de nous grandir nous-mêmes, parce que nous, ça va nous donner des idées. Vous, ça va vous donner des idées, et en travaillant ensemble, on pourra couvrir le champ réel de tous les besoins de la population. Donc je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Enfin voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu Non, à non, ton... clairement, c'était ça. Après, là, tu as beaucoup répondu par rapport au prisme de l'activité physique adaptée, mais je pense on a globalement saisi tes propos. Mais je pense que voilà, parce que enfin, pour moi, il y a beaucoup de choses encore à faire. C'est surtout parce que les textes sont là. Il y a beaucoup de gens qui écrivent par rapport à ça. On en a de tous les côtés, ça sort quasiment tous les jours. Mais au quotidien, ça s'applique mal encore. Clairement. Et je pense qu'alors après, il y a des barrières. Les freins, c'est des freins de financement, parfois. C'est vrai qu'il n'est pas toujours aisé pour toute la population d'avoir accès, par exemple, à l'activité physique adaptée. Il faut développer les modes de financement de façon intelligente ou voir à faire en sorte qu'il y ait une redistribution particulière. Nous, c'est ce qu'on a mis en place au sein de notre fondation. C'est-à-dire qu'on travaille avec des groupes ou des collectifs, par exemple d'enseignants en activité physique adaptée, qui sont financés par la Fondation sur l'enveloppe qu'on reçoit. Ce n'est pas une dépense supplémentaire pour la sécurité sociale, c'est notre enveloppe qu'on redistribue parce qu'on sait qu'il y a une plus-value. Donc je pense qu'il faut alors effectivement qu'il y ait des gens qui soient un petit peu à la manœuvre, ouverts à ce genre de choses pour que les choses se passent bien. Mais voilà, c'est un peu l'idée. D'accord, je vois. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Fondation Santé Service pour les prochaines années, les prochains mois, les prochaines années? Grandir toujours plus. Ouais, Grandir toujours plus. On a la chance d'avoir une fondation, je dirais, extrêmement bien dirigée. C'est vrai moi j'ai découvert des gens tout à fait remarquables dans la direction générale, dans la présidence de notre fondation. Et c'est vrai que c'est une chance parce que c'est pas toujours le cas. Et les gens qui sont en capacité de travailler ensemble, parce qu'il y a toujours eu une espèce d'opposition au sein je dirais des secteurs hospitaliers qui est traditionnel. Hein. Il fut un temps, c'était les médecins qui faisaient la loi. Ouais. Ensuite, ce sont maintenant les gestionnaires d'ailleurs. Et je pense que finalement, pour que les choses évoluent bien, il faut que les deux soient à la manœuvre. Il faut que les soignants et les gestionnaires travaillent dans une vraie collaboration non conflictuelle. Et la chance qu'on a actuellement dans notre fondation, c'est ça. D'accord. Oui, c'est vrai que ça change énormément. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Bah, écoute, Dominique, je te remercie pour cet entretien. Merci à toi, merci à toute ton équipe. Ouais, bah, merci vraiment pour ton expertise et puis surtout pour la clarté de tes propos. Je sais que c'est un sujet qui est un petit peu complexe et je trouve que tu as vachement... J'espère. Tu as su l'expliquer en tout cas et le verbaliser de super manière. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce podcast Parlons Prévention et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.